Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula, à la une aujourd'hui. À Safi, ouverture de la 3e édition de la Fête de la Mer, un espace de rencontre et d'échange entre les acteurs et les professionnels du secteur maritime pour la valorisation du patrimoine poissonnier de la ville. Zoom sur les dangers des UV, une surexposition aux rayons du soleil d'été n'est pas sans impact sur la santé, une menace à prendre au sérieux. Dans ce journal, des conseils à suivre pour bronzer en toute quiétude. Et à Rabat, le 6e Festival des Arts Plastiques rend hommage au 220e anniversaire de la naissance du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine et met en partage les œuvres des diverses palettes marocaines. Signalons d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Charles Michel à l'occasion de sa nomination en qualité de président du Conseil européen. Votre désignation à ce poste permettra, j'en suis persuadée, de consolider le rôle éminent que l'Union européenne occupe sur la scène internationale et de favoriser le dialogue et les échanges avec l'ensemble des acteurs de la région euroméditerranéenne, souligne le souverain. Sa Majesté le roi tient également à assurer à M. Michel que le royaume est disposé à œuvrer de concert avec le Conseil de l'Union européenne à la mise en place du nouveau partenariat de prospérité partagée établi entre le Maroc et l'UE. Sa Majesté le roi a également adressé un message similaire à Ursula von der Leyen à l'occasion de son élection présidente de la Commission européenne. Le souverain salue le choix de Madame von der Leyen pour occuper cet important poste et saisit cette occasion pour lui exprimer sa grande satisfaction de la dynamique nouvelle et forte caractérisant les relations privilégiées entre le Royaume et l'Union européenne. Le premier contingent des pèlerins marocains s'est envolé aujourd'hui vers les lieux saints de l'islam. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin leur a adressé un message dont lecture a été donnée à l'aéroport de Rabat Saleh par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Amir al-Mu'minin y rappelle que l'islam a érigé le pèlerinage en pilier majeur de la religion pour amener les musulmans à se connaître les uns les autres, à communier sur un même lieu en frères solidairement disposés à travailler ensemble pour faire prévaloir le bon droit et la vérité, à proscrire le mal et à réprouver toute attitude belliqueuse. Amir al-Mu'minin évoque également ce qui appartient aux pèlerins de faire pour remplir cette obligation religieuse de premier ordre, à savoir le devoir patriotique, celui d'incarner lors des déplacements des pèlerins les vertus emblématiques de la patrie. Il vous incombe aussi d'être les porte-étendards de la civilisation séculaire de votre pays et de son identité, souligne le message royal, illustré par l'attachement aux symboles sacrés et aux constantes nationales, en l'occurrence la modération, l'esprit du juste milieu, l'unité doctrinale, le rejet de toute forme d'extrémisme et d'exclusion. Le Conseil du gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence de Saadil Atmani. Au début des travaux, le chef du gouvernement a annoncé la date de la prochaine visite régionale prévue dans la région d'Arla Ouad Dahab après-demain samedi. Cette visite est la 8e du genre au niveau des régions du pays. Un programme qui vise à soutenir le processus de la régionalisation avancée. Il vise également à concrétiser la politique de proximité et suivre de près l'évolution des chantiers de développement. Le Conseil a également suivi un exposé du ministre de la Justice au sujet des nouvelles orientations du projet de la loi pénale. Également à l'agenda du Conseil, l'adoption de 3 projets de décret, un texte relatif aux modalités de contrôle et de répression des infractions dans le domaine de l'urbanisme et de la construction. Le deuxième définit les conditions et modalités de recrutement des agents de police des carrières et la constatation des infractions. Enfin, le 3e texte porte sur l'application des dispositions de la loi relative aux carrières concernant la procédure d'octroi des autorisations et d'exploitation de déchets et des décombres. On vous emmène à présent sur les côtes de Safi, où le rideau s'est levé hier sur la 3e édition de la Fête de la Mer. Un rendez-vous dédié à renforcer l'identité principale de la Cité des Océans et à valoriser son patrimoine matériel et immatériel maritime. Abdelghani Tahraoui, Nesrine Austar. Situé non loin des pittoresques côtes safiotes, ce musée nous raconte l'odyssée maritime de la ville. Des cartes, des barques historiques et de petits objets liés à la pêche et à la construction navale. Mais au-delà de la promotion du patrimoine immatériel de la ville, un autre défi s'impose. La revalorisation de ses ressources halieutiques.
Safi est la capitale de la sardine, un potentiel exceptionnel qui ouvre l'appétit des professionnels. Ils aspirent à nouer de nouvelles opportunités d'affaires et cela semble marcher. Vous avez de la ressource ici, effectivement, sur Safi. Vous êtes un port où il y a beaucoup de ressemblances avec le port de Boulogne. Même la ville par elle-même, elle est ressemblante. Il y a une ville haute, il y a une ville basse, il y a un port. Et effectivement, en Europe, en France, à Boulogne-sur-Mer, le problème de la ressource, c'est qu'on va la chercher de plus en plus loin. Et donc, vous avez aussi ici un savoir-faire, des possibilités qui nous sont offertes. Et donc, on espère que d'ici la fin de l'année, on puisse véritablement avoir des expériences. La flotte de pêche immatriculée à Safi est composée de 1319 unités. Les sardiniers sont en tête de liste avec 64 unités et une capacité totale de plus de 3000 tonnes. L'événement met en avant un secteur vital. La pêche maritime représente un véritable levier de développement économique et social dans la région. Nous sommes d'ailleurs sur le point de lancer la deuxième phase du plan Haliotis, après le franc succès de la première phase. Safi séduit les touristes, mais également les professionnels du secteur de la pêche maritime, car elle jouit de plusieurs atouts. La fête de la mer, un rendez-vous multidimensionnel. Une fête gastronomique et des ateliers ludiques sont dédiés aux plus petits. L'idée est de les sensibiliser à la préservation du littoral et des ressources halieutiques. Il vous veut du bien, mais une surexposition à ces rayons n'est pas sans conséquence sur votre santé. Le soleil, brûlure, vieillissement cutané ou même pire, cancer de peau. Les UV sont un danger sur l'organisme. Alors comment profiter du soleil d'été en toute sécurité? On vous donne la bonne marche à suivre dans ce reportage de Madish Taibi, Nessal Hamdawi. Il est midi. Le soleil est à son zénith. Dans l'eau, allongé sur le sable ou assis sous un parasol, personne n'est à l'abri de ces rayons. La moindre surexposition aux ultraviolets peut déclencher les premiers symptômes des coups de soleil. Hier, j'ai pas mis la crème protectrice et voyez, c'est tout rouge là, parce que ça brûle et c'est très chaud et tout, parce que le soleil il a trop tapé hier. En 1 heure, c'était comme ça. Pour éviter ces brûlures et autres irritations de l'épiderme, une bonne protection s'impose, principalement pour les enfants. À chacun sa façon de faire et son mode de prévention. Je veille à protéger mon enfant contre les rayons de soleil pour lui éviter toute irritation de la peau. J'applique une crème solaire pour me protéger contre les brûlures. Les spécialistes mettent en garde contre les bronzages excessifs et l'exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. On conseille aux gens de ne pas s'exposer pendant la période entre 11h du matin et 17h de l'après-midi, surtout pour les enfants, pour éviter les coups de soleil qui peuvent donner des brûlures de la peau carrément et qui peuvent à long terme être responsables de l'apparition de certains cancers cutanés. Également, on conseille aux gens de bien se protéger, que ça soit avec une protection vestimentaire ou bien des écrans adaptés aux différentes peaux avec un fort indice de protection, donc un 50+, avec un bon rapport UVA-UVB. Mieux vaut prévenir que guérir. Le soleil, faites-en votre allié, pas votre ennemi. À l'international, Ebola passe au rang d'urgence sanitaire mondiale. C'est la 4e fois que l'OMS active sa procédure d'urgence internationale depuis 2009, ce qui signifie que la situation est grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, avec des conséquences sanitaires au-delà des frontières nationales de la République démocratique du Congo. Depuis l'été dernier, Ebola a fait près de 1700 morts dans ce pays. Au Japon, au moins 24 personnes ont péri dans l'incendie qui a ravagé un studio d'animation. Le bilan de ce sinistre survenu dans la ville de Kyoto risque de s'alourdir, des salariés étant toujours portés disparus. Les victimes ont été trouvées en arrêt cardiaque, piégées au rez-de-chaussée du bâtiment. La police soupçonne une origine criminelle. Un homme aurait versé un liquide inflammable et a mis le feu.
Également, dans le reste de l'actualité, la chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la cour d'appel à Salé a prononcé cet après-midi des peines allant de 5 ans de prison ferme à la peine capitale à l'encontre des accusés dans l'affaire du meurtre des 2 touristes scandinaves dans la région d'Imlil, province d'Al Haouz. Les accusés étaient poursuivis pour constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, atteinte à la vie de personnes avec préméditation, possession d'armes à feu et tentative de fabrication d'explosifs en violation de la loi dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Dans le cadre des investigations effectuées après la découverte des corps sans vie des 2 touristes étrangères dans la région d'Imlil, le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la DGSN avait annoncé l'arrestation des personnes accusées en collaboration avec la gendarmerie royale et la sûreté nationale. Place à notre journal de la CAN 2019 et pour cela on retrouve toujours avec plaisir Boubacar Ben Ghebrit. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Imen. Et on commence par cette actualité, la nomination du président de la Fédération royale marocaine de football, 2e vice-président de la Confédération africaine de football. Effectivement, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Qja, a été nommé 2e vice-président de la Confédération africaine de football. La désignation de Fawzi El Qja a été décidée lors d'une réunion aujourd'hui au Caire du comité exécutif de la CAF, consécutive à l'Assemblée générale de la Confédération. Avant, le président de la Fédération royale marocaine de football occupait le poste de 3e vice-président de la CAF. Également à la une, le match de classement. Finalement, le Nigeria qui termine en tête du podium après sa courte mais précieuse victoire 1-0 contre la Tunisie lors du match pour la 3e place hier au Caire. Effectivement, c'était un match donc sans rythme. Le Nigeria s'est classé donc 3e de la CAN pour la 8e fois en battant 1-0 la Tunisie grâce à un but signé Igalo lors de la petite finale du tournoi. C'était hier soir au Caire. Les Super Eagles ont pris l'avantage après seulement 3 minutes de jeu humain à la suite d'un cafouillage d'ailleurs du gardien tunisien Ben Cherifa qui a permis à Odiong Igalo d'inscrire dans les cages vides son 5e but de la compétition. Igalo trône au sommet du classement des buteurs de cette CAN 2019, moyennant 2 longueurs d'avance sur les Algériens Mahrez et Ounès et sur la star du Sénégal Sadio Mané. Comme vous le disiez, la sélection tunisienne a présenté une pâle copie face au Nigeria en match de classement. Elle termine au pied du podium de la compétition. Elle est arrivée à ce stade de la compétition très timidement. La Tunisie n'a pas brillé, il faut le dire, malgré ce classement. La Tunisie, décidément donc pas vernie avec ses gardiens, après le coûteux dégagement raté d'Hassan dans la prolongation de la demi-finale, a passé l'obstacle des quarts, mais rentre bredouille à la maison. Et demain, la grande finale Algérie-Sénégal. Les 2 sélections se sont croisées à 22 reprises, mais le bilan global est largement favorable au Nord-Africain avec 13 victoires. Donc demain à 20h, l'Algérie affrontera le Sénégal en finale. Elle sera une grande finale entre 2 entraîneurs africains. Aliou Cissé du Sénégal et Djamel Belmadi d'Algérie. Cissé a construit son équipe depuis sa nomination en 2015 en la faisant progresser petit à petit. Première Coupe du Monde en 2018 après 16 ans d'absence, puis première finale de la CAN depuis 2002. Belmadi, arrivé en 2018, a lui hérité d'une situation instable minée par la succession de 5 techniciens en 2 ans. Et là, sur ces images, vous voyez les derniers entraînements des 2 équipes. Là, c'est les joueurs algériens qui s'entraînent donc peut-être pour la dernière fois avant demain. Et l'entraînement de l'équipe du Sénégal emmené par l'international de Liverpool, Sadio Mané. Et on enchaîne avec le tableau des qualifications. Alors on en parlait hier, donc comment ils sont arrivés à ce stade de la compétition, cette finale. Le Sénégal tout d'abord en phase de poule, et vous allez le voir sur votre écran, le Sénégal a pris le meilleur sur la Tanzanie 2-0. Il a été battu par l'Algérie 1-0 et a écrasé le Kenya 3-0. En 8e de finale, le Sénégal a battu l'Ouganda 1-0. En quart, il a pris le meilleur sur le Bénin 1-0. Et en demi-finale, le Sénégal a battu la Tunisie 1-0.
0. Et on rappelle que demain, la finale Algérie-Sénégal... Avant oui, Imen, on passe à l'Algérie. La qualification de l'Algérie pour arriver à ce stade de la compétition finale. En poule, l'Algérie a battu le Kenya 2-0. Elle a pris le meilleur sur le Sénégal, justement 1-0, et écrasé la Tanzanie 3-0. En huitième de finale, vous allez le voir sur votre écran, l'Algérie a pris le meilleur sur la Guinée 3-0. En quart de finale, l'Algérie a pris le meilleur sur la Côte d'Ivoire, 4 tirs au but à 3. Après que le match s'est terminé sur le score d'un but partout après les prolongations. Et en demi-finale, l'Algérie a battu le Nigeria 2-1. Et on le suivra demain. La finale Algérie-Sénégal se jouera au Stade international du Caire à partir de 20h. Et ça sera sûrement devant un très nombreux public et supporters aussi bien de l'Algérie que du Sénégal. Il faut dire le petit hic dans cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, c'est le manque de public sur les gradins des différents stades au cours de cette compétition. À part, bien sûr, ça faisait le plein lorsque l'Égypte, le pays organisateur, jouait. Et l'arbitre de la finale de la CAN 2019 est connu, c'est le Camerounais Alioum Alioum qui sera au sifflet de la rencontre. C'est une valeur sûre du continent. Il a déjà officié pendant 5 CAN et il a également dirigé 2 rencontres de cette édition. Ayant désigné dans un premier temps le Sud-Africain Victor Gomez pour abriter la finale de la CAN, demain soir, la CAF désigne le Camerounais Alioum Alioum pour diriger la rencontre. Il avait dirigé le match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe, le choc entre d'ailleurs le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il est retenu pour sa 5e CAN après celle de 2012, 2013, 2015 et 2017. Le sifflet camerounais a participé à la Coupe du Monde de la FIFA au Brésil en 2014. Et place maintenant à notre rubrique didactique consacrée au jargon du ballon rond. Tout un lexique pour parler du football, Boubkal. Alors on va commencer par la première. C'est très simple, mettre une cacahuète. Ça donne à réfléchir. Mettre une cacahuète, c'est un tir très puissant dans le foot. Ça s'appelle mettre une cacahuète. Très bien. On passe à la deuxième. L'heure du goûter est passée, c'est casse-croûte. Lancer une balle sans pression aucune dans le camp de l'arrière. Dans le camp de l'adversaire, sans précision dans le camp de l'adversaire, aux partenaires de se débrouiller pour récupérer le ballon. Et puis nous avons une troisième, et ce sera donc la dernière pour ce soir, faire une chandelle. C'est une frappe ratée, le ballon monte à la verticale pour rechuter donc quasiment au même endroit. Aucun rapport avec un dîner aux chandelles. Voilà. Merci Boubkal pour cette rubrique. On se retrouve demain pour parler justement de cette finale Algérie-Sénégal à 20h demain. Merci beaucoup Boubkal, à demain. À demain. Le Festival des Arts Plastiques de Rabat rend hommage au 220e anniversaire de la naissance du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine. Cette année, la manifestation a un goût spécial au Centre culturel russe de la science et de la culture de la capitale. Et comme chaque année, cette 6e édition invite le public à partager les œuvres des diverses palettes marocaines. Saïd Ejassé et Zakaria Moukinbillah. Plus de 30 ans d'expérience, Abdelkarim El-Khairat est un passionné du réalisme. Ses œuvres, un métissage enchanté qui nous plonge dans un lieu où seule la beauté, l'originalité et la sensibilité ont droit à la parole. Maria Bentalb signe, elle, des tableaux inspirés des paysages naturels. Je présente plusieurs œuvres de style réaliste. Certains tableaux sont le fruit de mon travail avec des enfants dans des ateliers d'art plastique. J'ai 30 ans d'expérience avec des expositions et du travail associatif. Mon mari et mes enfants dessinaient devant moi. Ils m'ont beaucoup inspiré. Je travaille beaucoup sur le réalisme mais aussi d'autres styles. Tout au long de ce mois, 45 artistes de différentes tendances et sensibilités exposent leurs œuvres au Centre culturel russe. Cette manifestation entend renforcer les liens d'amitié et de partenariat entre le Maroc et la Russie, ainsi que le dialogue interculturel entre les deux peuples. Ce festival va devenir international dans les années à venir. Différentes écoles d'art plastique sont représentées depuis le début de cet événement et jusqu'au 23 de ce mois. Cette manifestation permet à de nombreux peintres de faire connaître leur production. Un événement qui fera plaisir aux passionnés de l'art contemporain et aux amateurs de la poésie de Pouchkine, l'une des voix poétiques qui ont marqué le 19e siècle.
Après 2 belles éditions à Rabat, les masterclass de l'Académie de la musique classique se sont invités à Fès et ce sont les célèbres et somptueux jardins Gilles Sibyl qui ont accueilli le concert de clôture, brillamment interprété par l'Orchestre national des jeunes du Maroc sous la direction de la violoniste Mouna Rezqalla, première chef d'attaque à l'Opéra de Berlin. L'idée est venue qu'en fait j'avais très envie de partager mon know-how, mes expériences, et ça c'est venu juste après une tournée de 6 villes du Maroc en fait, et après cette tournée il y a beaucoup d'élèves, j'ai senti une demande très forte pour la musique classique et surtout pour un perfectionnement. Donc ces enfants, ces élèves, ces jeunes adultes m'ont demandé comment faire, et j'ai réfléchi de nombreuses années à un projet, et le projet à l'Academia est né. Je suis très content de faire cette expérience extraordinaire ici au Maroc. Et comment s'est passée la collaboration avec les musiciens ici au Maroc? Ça s'est passé très bien. J'ai fait déjà l'expérience l'année dernière à Rabat et j'ai déjà vu qu'il y a beaucoup de patience des jeunes musiciens ici au Maroc et beaucoup de grands talents aussi. Cette année c'est pareil et peut-être un peu plus. Et c'était la note de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.